Bonjour les amis, alors comme promis aujourd'hui on va voir comment on ouvre une noix de coco. Bon, il y en a beaucoup qui savent ouvrir une noix de coco, mais bon, pour les autres, je vais vous montrer comment on ouvre une noix de coco. Il y a plein de méthodes différentes. Je vais vous montrer la mienne, étudiée depuis des années. Alors pour choisir une noix de coco déjà, vous la secouez comme ça. Si elle est pleine d'eau, c'est qu'elle est bonne. Regardez, écoutez. Ah, elle est bonne là. Faut dire qu'elle peut difficilement être plus fraîche, elle vient de tomber de l'arbre. L'idéal c'est une noix de coco qui vient de tomber de l'arbre, c'est là que je les préfère en fait. Donc là c'est pas pour boire le jus, l'objectif c'est de manger la chair. Hein. Donc déjà on va l'ouvrir, donc pour ça il faut se munir d'un ouvre-noix de coco. Non, c'est pas un ouvre-noix de coco, c'est un débouche-noix de coco. Faites un peu marcher votre imagination, ceci est un débouche-noix de coco. Bon, vous avez, on va appeler ça des yeux. Vous avez 3 yeux à la noix de coco. Donc il y en a 2 qui s'ouvrent bien et un troisième qui est plus dur à ouvrir en principe. Donc, vous plantez votre débouche noix de coco dedans. Et vous faites un trou. Tac. En principe, quand vous ouvrez, ça fait psh, parce qu'il y a de la pression dedans. Là, j'ai bien entendu le psh. Bon. Après, vous prenez un autre, vous faites un deuxième trou. Hop. Voilà le deuxième. Bon, ça marche aussi avec une perceuse, évidemment. Je le précise. Donc une fois que vous avez fait 2 trous, pourquoi 2 trous? C'est juste pour que pour faire une entrée d'air. Vous prenez votre verre et vous laissez couler. Bon, ça coule pas très bien, mais bon. Pourquoi? Voilà. Fallait juste laisser entrer l'air. Et donc là, ça vous donne un petit verre de lait de coco. En principe, là, vous le goûtez pour savoir s'il est bon. Oui, Victoria, tu vas en avoir. Un peu jeune cette noix de coco. Donc vous avez votre coco qui est vide. Donc vous vous munissez d'un marteau. Un petit marteau, pas la peine d'une grosse masse, ça sert à rien. Donc là, surtout ne pas appuyer la noix de coco pour taper comme ça. Parce que sinon la force que vous exercez ici va se répercuter là. Et la noix de coco va pas se casser. Vous gardez ça dans les mains pour amortir. Enfin pas pour amortir, pour éviter que la force que vous appliquez là puisse s'échapper dans la table, le sol, autre chose. Donc souple. Et là vous tapotez. Vous tapotez doucement. Le but c'est pas de la casser. C'est de décoller l'intérieur. Bon là c'est loupé, je l'ai cassé. Alors quand vous pensez que vous avez assez tapoté dessus pour réveiller vos voisins. Et surtout décoller la chair qui est dedans. Bon ben là vous pouvez commencer à faire un petit coup sec. Voilà. Le haut aussi c'est bien parce que. Voilà. Voilà. On continue à la casser, on ne s'arrête pas. Waouh, celle-là elle est fraîche. Hein. On va faire un gâteau avec. Hop, voilà. Hop, on continue à la casser bien. Le but c'est de. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, puis là, faites voir. Voilà. Bon. Une fois qu'elle est cassée comme ça, vous vous munissez d'un couteau. Alors évitez les lames trop souples qui risquent de casser, vous ouvrir la main. Bon. Normalement, si vous avez bien tapoté autour, surtout avec les noix de coco qu'on a en Europe qui sont un peu vieilles, qui ont pris l'avion. Si vous avez bien tapoté autour, doucement, avant de la casser, eh ben là, c'est déjà décollé. Bon, celle-là est un peu jeune, je pense que ça le fait pas, vous voyez. Donc après, hop, vous passez votre lame la plus rigide possible. Au début, je faisais une erreur, je prenais une lame souple qui épousait la forme de la noix de coco. Erreur. Il faut prendre une bonne lame bien épaisse. Et après, vous faites juste le biais, voilà. Et donc là, vous avez un bout de noix de coco. Vous remplissez votre
Mais il est sale ce truc là. Voilà. Bon, moi j'ai tendance à manger le marron. Vous pouvez l'enlever avec un petit couteau si vous êtes un peu... Voilà. Donc je précise, c'est le blanc qui se mange. Non, il n'allait pas manger cette partie-là. Enfin bon, j'ai pas besoin de le préciser, je crois. Non, elle est bonne, hein. Voilà. Et là, je vous dis, celles qu'on en Europe, elles s'épluchent encore plus facilement parce qu'elles sont un peu plus vieilles. Le secret, c'est de prendre une lame rigide. Si vous prenez une lame trop souple, comme j'ai fait pendant des années, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est plus long, quoi. Est-ce que je peux avoir celle qui est au frigo? Victoria? Voilà. Et donc avec tous les déchets de noix de coco, vous ouvrez la fenêtre en grand et hop, vous les balancez. Vas-y. Oh, la petite noix de coco. Et vous avez vu la différence? Ça c'est une noix de coco avec des cocotiers. Ça c'est des noix de coco de plantation de cocotiers. Et ça c'est une noix de coco sauvage. Vous avez vu un peu la différence? Croisement et sélection faite par l'homme, sauvage. Et la sauvage, elle a un goût incomparable. Comme dirait Bigard, la sauvage, elle a un goût incomparable. Ah. Je vais finir par prendre une perceuse, moi. Bon, par contre, la sauvage, elle a des petits trous, hein. Nom de Dieu. Voilà. Bon, allez, on va essayer de faire avec un seul trou, hein. Parce que j'ai pas de... Je préfère montrer avec un tire-bouchon parce que tout le monde n'a pas forcément chez lui une perceuse. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait qu'un seul trou. Ah. Alors celle-là, je suis sûr qu'elle va être meilleure. Ah oui, la vache. Elle est meilleure celle-là. Waouh. Allez. Cool. Celle-là, elle est super sucrée en fait. Hop, 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 hop. Oh non. Ça, je vais le laisser, ça. Alors, voyons voir la différence de goût. Le jus était bien meilleur sur la... Sauvage.
Élevage. Je dirais que la sauvage est un peu plus ferme. Et que l'élevage est un peu plus moelleuse. Mais l'élevage est plus savoureuse. Savoureuse? Et ben là il y a un bateau en acier. Donc derrière là, on est deux dans la crique. Les catamarans, les charters sont partis ce matin. Il reste un bateau en acier. Bateau de voyage en acier. Les moins chers en occasion, c'est les bateaux acier. Il y a vraiment des occasions de bateaux acier qui sont équipés pour faire le tour du monde et qui ont souvent déjà fait des tours du monde. Pas cher. Parce que c'est de l'entretien, parce que c'est souvent des vieux bateaux, puisque il n'y a plus trop de monde qui fabrique des bateaux acier. Enfin, je m'entends, hein. Les bateaux de voyage acier, c'est plus trop fabriqué. Et souvent, vous trouvez des bateaux acier très bien équipés, à des prix raisonnables. Le problème, c'est que ben, souvent ils sont très lourds. Alors ils sont très résistants. Le bateau acier, c'est bien pour entrer dans un conteneur. Très résistant le bateau acier. En plus, l'avantage, c'est que vu que vous avancerez pas vite avec votre bateau acier, vous rentrerez doucement dans le conteneur. Ben oui. Sur un bateau, le poids joue beaucoup. Donc dans l'ordre, les bateaux les moins chers, c'est les bateaux acier. Les propriétaires de bateaux acier vont pas être contents que je dise ça, mais c'est une réalité. Il y a des exceptions toujours. Après, vous avez les bateaux fibres. Et en dernier, vous avez les bateaux aluminium. Vous savez, ces magnifiques bateaux où il y a des... Dès qu'ils arrivent dans un port, ils font tremper des anodes au bout de fil tout autour pour pas que leur bateau se désagrège. Vous savez, les bateaux alu. Ceux qui payent l'anti-fouling 2 fois plus cher. Parce qu'il n'y a pas d'anti-fouling qui tient sur leur coque. Bon, moi j'ai pas d'expérience dans les bateaux aluminium. Donc je peux pas dire grand chose. J'avais visité les chantiers Meta. Ils font des bateaux aluminium à côté de Lyon. Ils ont une méthode de construction de leur bateau. En fait, la coque n'est pas pliée sur une armature. Alors, comment dire? La coque n'est pas pliée sur une armature, elle est cintrée sur... Vous allez me dire, pliée, cintrée, et quelle différence? Alors elle est cintrée,
Elle est cintrée sur elle-même. Et en fait, comment dire, ils font le fond de la coque, ils soudent les traves, après ils mettent un espèce de patron, de cale, et à l'aide de palans, ils vont venir ramener l'arrière comme ça. Ils soudent des crochets, ils mettent des palans. Ils ramènent l'arrière comme ça. Et après ils mettent une plaque à l'arrière et ils la soudent. Et après ils enlèvent les palans. Alors la théorie c'est que la coque elle veut retrouver la plaque. Les plaques d'alu veulent retrouver leur position d'origine. Donc elles sont tout le temps en tension. Même une fois qu'elles sont toutes soudées, ça continue à vouloir s'écarter. Et donc ce qui se passe, c'est que forcément, entre une plaque d'aluminium plate, si on vient appuyer là, elle va se déformer vers l'intérieur. Si on vient appuyer là, elle va se déformer vers l'intérieur. Si elle est déjà en tension comme ça vers l'extérieur, et qu'on vient appuyer là, évidemment, elle va avoir beaucoup plus de rigidité. Et si jamais elle se déforme un tout petit peu, hop, vu qu'il y a une contrainte dessus, dès que la contrainte s'enlève, elle va reprendre sa forme. C'est ça l'idée. C'est pas mal, hein? Et en plus, il paraît qu'ils utilisent un alliage aluminium où il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'anode. Par contre, les prix, ils sont bien. Hein. Oh la vache, c'est cher. Hein. Maintenant, je vais râper ça. Et puis, je vous dis à demain. Et je vous laisse, salut.